Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur Lady Jane Grey avant son ascension au trône. Même si elle n'a régné que 9 jours, je trouve que c'est important d'y porter attention. Lady Jane Grey est une figure fascinante de l'histoire anglaise. Son court règne de 9 jours, en 1553, est souvent considéré comme une parenthèse tragique, mais son ascension au trône est le résultat de nombreuses années de formation intellectuelle, d'alliances politiques et de lutte pour le pouvoir au sein de la famille Tudor. Dans ce cours, nous allons explorer 3 aspects clés de sa vie avant son couronnement: son éducation humaniste et protestante, son mariage avec Guildford Dudley, les manœuvres politiques ayant conduit à sa nomination comme héritière d'Édouard VI. Ces éléments sont essentiels pour comprendre pourquoi Jane Grey a été propulsée sur le trône et pourquoi son règne a été si éphémère. Une éducation humaniste et protestante, Lady Jane est née en octobre 1537, la même année qu'Édouard VI, fils d'Henri VIII et roi d'Angleterre de 1547 à 1553. On voit ici Édouard VI et son père, Henri VIII. Elle appartient à la haute aristocratie anglaise en tant que petite fille de Marie Tudor, sœur cadette d'Henri VIII, qu'on voit ici. Et on voit aussi Lady Jane Grey ici, à côté de sa grand-mère. Une éducation noble et rigoureuse. Contrairement à de nombreuses jeunes filles de son époque, Jane Grey bénéficie d'une éducation poussée, reflétant les idéaux de la Renaissance. Son père, Henry Grey, marquis de Dorset, et sa mère, France Brandon, nourrissent de grandes ambitions pour elle. Il l'élève dans un environnement où l'érudition et la piété protestante jouent un rôle central. Jane est formée aux langues classiques, elle parle et lit le latin et le grec couramment, ce qui lui permet d'accéder directement aux textes anciens. Elle maîtrise également l'hébreu, une langue rare pour l'époque, démontrant ainsi son érudition. Elle entretient une correspondance avec de grands intellectuels européens, notamment l'érudit Martin Bucer et l'humaniste Roger Ascham. Ce dernier la décrit comme une jeune femme passionnée par l'apprentissage, préférant les livres aux plaisirs de la cour. L'influence du protestantisme. Le contexte religieux du XVIe siècle est marqué par la réforme protestante. Sous Henri VIII, l'Église en Angleterre s'émancipe de l'autorité du pape. Mais c'est sous Édouard VI que le protestantisme s'impose réellement. Il faut dire qu'Henri VIII restait malgré tout un catholique, même s'il ne reconnaissait plus l'autorité de Rome du pape. Jane Grey, élevée dans cet environnement, devient une fervente protestante. Elle lit et commande les œuvres de théologiens comme Ulrich Zwingli et Heinrich Bullinger. Son engagement dépasse la simple adhésion intellectuelle. Elle adopte une vision austère du christianisme, rejetant les rites catholiques et prônant une foi basée uniquement sur les Écritures. Une éducation qui la destine au pouvoir, l'éducation humaniste et protestante de Jane Grey n'est pas qu'une simple formation intellectuelle. Elle prépare, sans qu'elle le sache, son rôle futur. Dans une Angleterre divisée entre catholiques et protestants, une jeune femme noble, érudite et profondément réformée devient une candidate idéale pour assurer la continuité religieuse en cas de crise successorale. Bon. Comment l'éducation de Jane la distingue-t-elle des autres femmes de son époque? L'éducation de Jane Grey est exceptionnelle pour une femme du XVIe siècle. Contrairement à la majorité des femmes aristocratiques, qui reçoivent une formation essentiellement domestique, gestion du foyer, couture, danse, musique, Jane est formée comme un prince. Elle maîtrise plusieurs langues anciennes, latin, grec et hébreu, qu'on a mentionné plus tôt, et correspond avec des humanistes européens. Elle étudie la théologie protestante, ce qui façonne ses convictions religieuses et sa future résistance à la conversion au catholicisme. Elle développe une rigueur intellectuelle qui la place au niveau des hommes d'État de son temps.
Cette éducation dépasse celle de la plupart des reines Tudor, y compris Élisabeth Ier, bien que cette dernière a aussi bénéficié d'un enseignement humaniste. Jane est donc perçue comme une érudite et une fervente protestante, ce qui la distingue comme une héritière potentielle du trône dans un contexte de lutte religieuse. Bon. Son mariage avec Guilford Dudley, à l'époque des Tudors, les mariages aristocratiques ne sont jamais des affaires de cœur. Ils sont avant tout des stratégies politiques. On voit ici Guilford Dudley et Jane Grey. Bon, les Dudley, une famille ambitieuse. En 1553, la famille Dudley est au sommet du pouvoir en Angleterre. John Dudley, duc de Northumberland, est le principal conseiller d'Édouard VI et contrôle le gouvernement. Son ambition est de renforcer sa position en s'alliant aux héritiers potentiels du trône. Guilford Dudley, l'un de ses fils, est choisi pour épouser Jane Grey. Ce mariage arrangé en mai 1553 vise à créer une alliance entre les Grey et les Dudley, consolidant ainsi l'influence de Northumberland alors régent du royaume. Édouard VI est mort en juillet, donc c'est avant qu'il ne décède. Bon. Un mariage imposé à Jane, les témoignages historiques suggèrent que Jane n'est pas enthousiaste à l'idée de cette union. Selon certaines sources, elle aurait même résisté aux pressions familiales. Elle considère son mariage comme une obligation politique plutôt que comme un choix personnel. Elle semble peu apprécier Guilford Dudley, qu'elle trouve arrogant et trop influencé par sa mère. Cette relation compliquée aura des conséquences après son ascension au trône, notamment lorsqu'elle refuse de faire de Guilford un roi. Non. C'est un mariage déterminant pour l'avenir. Le mariage de Jane et Guilford scelle l'alliance entre les Grey et les Dudley, mais il a aussi une conséquence capitale. Il fait de Jane une candidate légitime au trône si Édouard VI venait à mourir sans descendance. Dès lors, Northumberland, le père de Guilford, peut envisager de faire reconnaître Jane comme héritière. Non. On le voit ici, John Dudley, duc de Northumberland, le père de Guilford Dudley. Dans quelle mesure ce mariage est-il une manœuvre politique? Bon, pour répondre à cette question, le mariage entre Jane Grey et Guilford Dudley est entièrement politique et s'inscrit dans une stratégie visant à consolider le pouvoir de la famille des Dudley. Voici pourquoi. John Dudley, duc de Northumberland, est le chef du gouvernement sous Édouard VI à partir de 1549. Bon, il avait entre les mains la mainmise sur le pouvoir. Son influence dépend du maintien, toutefois, du protestantisme. Sachant qu'Édouard VI est mourant, il veut placer sa famille au cœur du pouvoir. En mariant son fils Guilford à Jane Grey, il s'assure qu'une reine issue de son cercle familial accède au trône. Et cela voudrait dire que les enfants que Jane et Guilford auraient porteraient le nom des Dudley. Ce serait une nouvelle dynastie. Bon. Pour revenir à nos moutons, Jane étant une protestante dévouée, Northumberland sait qu'elle sera une reine favorable à ses intérêts. Cependant, ce mariage est une erreur stratégique. Il donne l'impression que Northumberland tente un coup d'État en imposant son fils comme roi. Jane refuse de donner à Guilford le titre de roi, ce qui crée des tensions internes dès le début de son règne. Cette alliance n'a pas de base populaire, la noblesse et le peuple ne soutiennent pas massivement cette union. Le mariage de Jane et Guilford Dudley est donc un outil politique conçu pour favoriser la famille Dudley, mais qui contribuera à la chute rapide de Jane Grey. Le manœuvre politique ayant conduit à sa nomination comme héritière, c'est la santé des clientes d'Édouard VI et crise de succession. En 1553, Édouard VI, âgé de 15 ans, est mourant. Or, l'héritière légale selon le testament d'Henri VIII est sa sœur aînée Marie Tudor, qu'on voit ici. Mais Marie est catholique, est déterminée à rétablir la foi romaine. Pour les conseillers protestants du roi, dont Northumberland, son ascension au trône sera une catastrophe. Il devient impératif de l'écarter. Donc, on fait la modification de la ligne successorale. Sous l'influence de Northumberland, Édouard VI rédige un nouveau document, le Devise for the Succession,
qui exclut ses sœurs Marie et Élisabeth au motif qu'elles sont considérées comme illégitimes. C'est-à-dire que la mère d'Élisabeth, Anne Boleyn, eut la tête décapitée pour haute trahison. Et Marie, son mariage, le mariage Henri VIII avec Catherine d'Aragon, la mère de Marie, s'est vu annulé pour pouvoir officialiser son divorce. Il a fallu que Henri VIII divorce avec Rome à cause que le pape n'était pas d'accord. Ouais, donc, tandis que Jane Seymour, la mère d'Édouard, elle est morte peu après la naissance d'Édouard. C'est pour ça qu'on lui a conseillé de déshériter ses deux sœurs. Bon, à la place, la couronne doit revenir à les héritiers mâles de Lady Frances Grey. Mais comme elle n'a pas de fils, Jane Grey est désignée comme l'héritière la plus proche. Bon, Lady Frances, qui est ici, la mère de Jane, qui est la fille de Marie Tudor. Bon, une succession imposée par la force. Northumberland obtient l'accord d'Édouard VI pour officialiser ce plan. Peu avant la mort du roi, les conseillers et juges du royaume sont contraints de signer ce décret. Quand Édouard VI meurt le 6 juillet 1553, Northumberland met son plan en action. Jane Grey est proclamée reine le 10 juillet 1553. Bon. Aurait-il été possible d'éviter cette crise? Oui, plusieurs scénarios auraient pu empêcher la crise de succession de 1553. Si Édouard VI avait vécu plus longtemps, le roi n'a que 15 ans à sa mort, pourrait encore avoir des héritiers s'il vivait quelques années de plus. Une succession masculine aurait évité les conflits liés à l'exclusion de Marie et Élisabeth. Bon, si Northumberland avait cherché un compromis au lieu d'imposer Jane Grey, il aurait pu essayer de négocier avec Marie Tudor en assurant une transition plus progressive du pouvoir. Il aurait pu marier Jane à un autre noble pour lui donner plus de soutien dans la noblesse. Si Jane Grey avait été plus populaire, son ascension au trône aurait été plus légitime si elle avait eu des partisans au sein du peuple ou de la noblesse. Or, elle n'a eu que des partisans d'un cercle très, très restreint. Son impopularité est l'une des raisons pour lesquelles Londres bascule si rapidement en faveur de Marie Tudor. En somme, cette crise aurait pu être évitée avec un meilleur calcul politique, mais dans le contexte de l'époque, avec des tensions religieuses et une noblesse divisée, la guerre de succession semble inévitable. Conclusion et perspective. L'ascension de Jane Grey n'est pas le fruit du hasard, elle résulte d'une éducation d'élite, d'un mariage stratégique et d'un coup politique orchestré par son beau-père, le duc de Northumberland. Mais ce plan ambitieux repose sur une base fragile. Jane n'a aucun soutien populaire. Marie Tudor dispose de nombreux partisans. L'Angleterre est encore attachée à la légitimité dynastique traditionnelle. La séance suivante explorera le premier jour de son règne et les réactions immédiates à son ascension au trône. Bon. Bibliographie suggestive. Bon, ici on a des ouvrages généraux et biographiques. On a aussi des ouvrages sur le contexte religieux et politique et des articles et sources complémentaires sur Lady Jane Grey, son ascension au trône, en fait, avant son ascension au trône, qu'on a parlé, mais ça, c'est pour, si vous voulez aller plus loin dans le sujet, je vous invite à les feuilleter, mais ça, c'est facultatif, c'est pour vous, là. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Sur ce, moi, j'ai terminé. Donc, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. À plus!